Bienvenue et bonsoir. Depuis plusieurs années, la bibliothèque régionale organise un événement spécifique pour célébrer la Journée internationale de la montagne. Et cela parce que une des tâches institutionnelles de la bibliothèque est celle de soutenir la croissance, la conservation et l'utilisation des fonds concernant en particulier la culture locale, la francophonie, l'histoire des anciens États de Savoie et bien sûr l'histoire de l'alpinisme. Cette année, nous avons accueilli avec un grand plaisir la proposition de l'Université de la Vallée d'Aoste et de l'Académie Saint-Anselme, à qui l'on doit le principal mérite pour l'organisation de cet événement, et d'accueillir cette conférence sur les origines de l'alpinisme. Je remercie donc Madame Françoise Riga, professeure de langue française à l'Université de la Vallée d'Aoste, et Monsieur Don Paolo Papone, président de l'Académie Saint-Anselme, d'avoir partagé avec nous l'organisation de cette conférence. L'ouverture, enfin, du tunnel du Mont-Blanc a permis à notre invité principal d'arriver ici à Aoste sans devoir faire le tour des Alpes. Et donc, je remercie tout particulièrement M. Stéphane Gall, historien, professeur à l'Université Grenoble-Alpes et auteur du documentaire qui reconstitue l'ascension du mont Aiguille dans le Vercors, gravi pour la première fois en 1492 et est considéré comme le berceau de l'alpinisme. Je vous remercie tous pour cette nombreuse présence et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Je dirais à mon tour aussi simplement et brièvement 2 mots de remerciement. Tout d'abord pour la bibliothèque régionale et en particulier Monsieur Ballarini, et puis aussi pour l'Académie de Saint-Anselme et à son président Don Paolo Papone, qui ont tous deux donc offert hospitalité et patronné aussi cet événement comme on dit aujourd'hui. Personnellement, je préfère et je continue de préférer d'employer le terme de rencontre. Événement, c'est un peu trop anglais aussi à mon goût. Et puis, rencontre, ça dit un petit peu moins la planification, l'organisation, l'exécution, la compétition, quelque chose de très anglais. Hein. Et la rencontre dit un peu plus divertissement, instructif, le bonheur de passer un petit moment ensemble. Et puis, comme le dit d'ailleurs la définition, une rencontre, c'est un rassemblement de personnes qui partagent un même intérêt ou une même passion. Et pour nous, ce soir, c'est la montagne, bien sûr. Donc, merci à tous les deux. Merci aussi à Stéphane Gall, qui est effectivement à traverser les Alpes, à patienter surtout, beaucoup patienter dans la queue qu'il a dû faire dans le tunnel du Mont Blanc pour être ici. Certains d'entre vous le connaissent déjà bien, d'abord comme membre de l'Académie de Saint-Anselme, et puis aussi peut-être certains d'entre vous avaient eu le plaisir de le rencontrer, de le voir il y a 2 ans, lorsqu'il nous avait expliqué et montré comment il avait traversé, là encore, les Alpes, mais à cheval, en armure, 500 ans, je crois, après Marignan. Voilà. Hein. Donc, ce soir, il est là pour nous montrer un autre documentaire qu'il a non pas en fait réalisé, mais qu'il a conçu, qu'il a créé. Bien sûr, il va nous expliquer pourquoi. Stéphane Gall, je ne peux pas citer tous les travaux, tous les projets que vous avez pilotés ou auxquels vous avez participé, mais c'est vrai que c'est un spécialiste, on l'accueille souvent ici, on l'accueille souvent ici en Vallée d'Aoste comme spécialiste des Alpes, des États de Savoie,
comme spécialiste aussi et chercheur de l'histoire des sociétés en lien avec le territoire, l'environnement naturel, l'espace naturel, ce qui nous intéresse beaucoup aussi ici en Vallée d'Aoste. Donc, je ne vais pas parler davantage. Je vais tout de suite céder la parole à Don Paolo Papone, à qui échoit l'agréable rôle de nous donner cette entrée en matière et de nous introduire dans l'histoire de l'alpinisme, ou du moins à ses débuts. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes. Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue de la part de l'Académie Saint-Anselme pour cet événement vraiment très, très intéressant. Alors, nous sommes juste avant la conquête de l'Amérique. Quelques mois, rien que ça. Il y a le roi Charles VIII de Valois qui est devenu roi de France à 13 ans, le pauvre. Et il a, soi-disant, gouverné sous la régence de la sœur Anne de Beaujeu jusqu'à 21 ans. En passant dans le massif du Vercors, il a été frappé par une montagne qui est tout à fait isolée, comme une grande tour, et plate avec un beau pré au-dessus. Frappé par cette espèce de forteresse, il a dit vraiment, mais c'est une forteresse, il faut la prendre. Évidemment, si tu as une tête militaire devant une forteresse, il faut la conquérir. Ce n'est pas évident. Et en effet, son capitaine et conseiller, qui est Antoine de Ville, dit « J'y pense moi-même ». Alors, il prend avec lui une équipe de compagnons, un peu des serviteurs et quelques prêtres aussi, et avec tous les engins qui servent pour un siège, il arrive à monter sur le sommet. Vous voyez que la voie actuellement la plus simple pour monter, c'est du 3e plus. Alors, ce n'est pas évident de monter. Surtout si on n'a pas des vibrames et des trucs comme ça, on a des souliers en cuir. En effet, c'était un sommet très caractéristique. Il était défini un des 7 miracles du Dauphiné. Il passait pour inaccessible. Son nom, c'était Mons Inascensibilis ou Insensibilis, ça dépend des documents. Les parois sont vraiment répulsives. Mais le sommet, c'est un grand pré. Quand je dis grand, c'est un périmètre de presque 4 kilomètres, une lieue française, dont long près d'un kilomètre et large d'une centaine de mètres. L'évaluation, c'était un tir d'arbalète. D'accord. Et pour le faucher, il faudrait 40 hommes pour la journée. Alors, c'est grand quand même. C'est un magnifique pâturage pour des chamois qu'on avait repérés là-haut et qui n'en descendaient plus. Évidemment, monter, ça va, descendre, c'est un peu plus compliqué. Et là-haut, personne, sauf l'aigle, pouvait déranger. Alors, c'était une entreprise vraiment extraordinaire et le protagoniste en chef voulait que la vérité de la conquête fût témoignée, et vu que personne ne faisait cas, il a envoyé son laquais au Parlement de Grenoble avec une lettre où il demandait qu'on vienne attester la vérité du fait et qu'on écrive au roi,
puisqu'il aurait été tellement content de la conquête. C'est bon. Ce qui est très intéressant, c'est que nous avons les procès-verbaux de tout ça. Ça, c'est l'essentiel. Mais ce que je voudrais faire objet d'une réflexion, c'est avant tout dire que c'est une nouveauté absolue dans le panorama alpinistique. C'est un nouveau regard sur la montagne. Quand je dis un nouveau regard, c'est que jusqu'ici, l'histoire ancienne nous avait montré le regard émerveillé et un peu effrayé devant les Alpes, qui jouissaient d'une terrible renommée à cause du froid et des dangers. C'est le poète Silius Italicus qui écrivait choses terribles sur les Alpes. Nous avions le souvenir mythologique de Hercule qui traverse les Alpes avec un troupeau de bœufs. Alors, ce n'est pas vraiment de l'alpinisme si on mène un troupeau de bœufs. D'accord. Saint Augustin disait qu'on va regarder, faire du tourisme un peu comme ça, sur les montagnes pour être un peu horrifié, plaisamment horrifié des montagnes, mais on laisse de côté l'itinéraire intérieur. C'est très moderne tout ça. Et il y a le poète Pétrarque. C'est la première montée dont nous avons une relation qui monte au Mont Ventoux. Mais si on lit avec attention la montée au Mont Ventoux, on s'aperçoit qu'il monte par sentier. Évidemment, ce n'est pas de l'alpinisme. Il dit c'était terrible, mais après, un berger qu'ils ont interpellé lui dit « N'allez pas, j'ai essayé quand j'étais très jeune, je suis retourné horriblement... Bon, ça va. » Mais après, le berger montre le sentier pour monter. Alors, ce n'est pas de l'alpinisme. Cette fois-ci, ah non, il y avait encore avant la Roche-Melon, ça c'était de la vraie montagne, c'est 3500 mètres, où Boniface Rother de Asti amène le célèbre triptyque à la moitié du XIVe siècle. Ah, ça c'est de la montagne. Mais on monte avec le curé, on monte en procession, alors ce n'est pas encore une montagne engageante. C'est haut, mais pas difficile. Devant le Montéguille, les choses changent tout à fait. Et voilà que le roi Charles VIII a un regard différent. C'est un regard de conquête. Et je crois qu'on peut voir un peu ce dont a écrit Enrico Camanni, le regard oblique. C'est le regard du passionné de la grimpe qui, devant une paroi, essaie de voir les lignes de faiblesse par où on peut monter. Ah, ça c'est la nouveauté. Et c'est la nouveauté, sinon du roi Charles VIII, du moins du capitaine Antoine de Ville. Ça c'est sûr. Il a eu ce regard-là pour entrevoir une possibilité de monter. Les moyens pour réaliser l'entreprise, c'était les moyens militaires, ceux qu'on utilisait pour les sièges. Et, peu rudimentaires qu'ils soient, ils n'étaient pas si différents, je crois, de ceux que les Alpins, les chasseurs alpins, utilisaient pendant la Première Guerre mondiale. Plus ou moins. S'il fallait faire monter une troupe, il fallait que tout soit bien réglé. Il ne faut pas risquer, évidemment. Le matériel devait être assez abondant, puisque une fois qu'ils sont arrivés au sommet, ils ont construit une cabane,
Ils ont construit 3 grandes croix visibles sur les cantons. Et aussi, la nourriture, les boissons devaient être abondantes, puisqu'ils y sont restés une semaine, plus ou moins. C'était la vacance. Mais pourquoi c'était la vacance? Puisqu'il fallait attendre qu'on vienne témoigner de la vérité. Cela dit, une telle entreprise nécessitait d'une équipe entraînée et avec des compétences spécifiques. Nous avons vraiment les noms des participants et si pour quelqu'un la compétence était spécifiée très bien et tout à fait compréhensible, pour d'autres, un peu de merveille naît, puisque l'équipe était formée avant tout par un professeur de théologie, prédicateur du roi, Sébastien de Carhaix, et par l'aumônier du capitaine, le notaire apostolique François de Bosco, qui rédige le procès-verbal de l'Ascension. Ce n'est pas évident, 2 prêtres en premier lieu. Après, c'était un grimpeur d'assaut, dans le français ancien, on l'appelait un échelleur ou un escaleur du roi, le noble Reynaud Jubier. Un autre clerc, maître Catin, le bénéficiaire de l'église collégiale de Sainte-Croix de Montélimar, maître Catelin Servet, le charpentier maître Pierre Arnaud de Montélimar aussi, le laquais d'Antoine de Ville, Guillaume Sauvage, qui amènera la lettre au Parlement de Grenoble, et un habitant de Die, nommé Jean Laubier. Alors, si sur une équipe de 9 personnes conduites à l'assaut d'une montagne, 3 sont des clercs, 2 prêtres et un clerc, ça veut dire quelque chose. On demandera à Stéphane Gall, qu'est-ce qu'il en dit? Puisqu'ils sont des hommes courageux. On va faire quelque chose que personne n'a fait avant. Et il y a 3 prêtres qui sont disponibles. Ce n'étaient pas des charpentiers. Il fallait des charpentiers pour monter les échelles, pour les fixer au rocher. Eux, ils ne faisaient pas ça. Mais il était là. Est-ce qu'il donnait la bénédiction? Il y avait eu au XIIe siècle, quand il y avait l'abbé de Saint-Tron qui passait le col du Grand Saint-Bernard le 1er de l'an, et il y avait une terrible avalanche, la peur était telle, tout le monde était effrayé, et le prêtre n'arrivait pas à confesser tout le monde, en risque, danger de mort. Voyez. Il y avait ça. Mais il y avait aussi à baptiser la montagne, qui n'était plus inascensibilis si elle avait été montée. Et alors, on a fait un vrai baptême de la montagne. Très intéressant, avec le nom de Aiguille Fort. Si le roi avait dit que c'était une forteresse, c'est l'Aiguille Fort, dès maintenant. Et ils ont chanté le Te Deum, le Salve Regina et d'autres chants cantiques ecclésiastiques. Et l'aumônier a célébré la messe tous les jours qui sont restés sur le pré du sommet, ce qui veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin d'une particulière licence pour célébrer la messe hors d'une église ou d'une chapelle, d'un lieu sacré. Très intéressant, ce ne sera pas ainsi au XIXe siècle. Alors, encore, une fois que la voie de montée a été outillée, le 1er juillet 1492, 3 autres hommes ont rejoint le premier qui sont montés en amenant des lapins pour peupler cette magnifique prairie où il n'y a que l'aigle qui va faire quelques surprises.
Je dis ça puisque je suis curé de Valtournenche, où il y a le barrage de Cignana. Et à Cignana, il y a un îlot où les gardiens du barrage, qui étaient dotés d'une barquette, comme ça, ils ont amené des lapins et quand ils voulaient manger du lapin, traversaient avec la barque et ils prenaient les lapins. L'aigle a compris qu'il y avait des lapins et là, voilà, c'était un massacre. Voilà, de ces trois, père, fils et frère, un, c'était encore un prêtre, le curé de Saint-Martin. Alors, un tiers de tout le monde qui a été concerné, c'était des ecclésiastiques. Voilà, vous allez nous dire quelque chose. Eh bien, déjà, bonjour à toutes et à tous et un grand merci pour cet accueil ici dans la bibliothèque régionale. Donc, merci à la bibliothèque régionale, merci à l'Université d'Aoste et à Françoise Riga pour cette invitation et pour cet accueil également. Et merci à Don Paolo Papone et à l'Académie Saint-Anselme. Et merci pour cette présentation savoureuse de cette première ascension du Mont-Aiguille. Alors moi, je suis ravi d'être ici parce que, effectivement, j'ai traversé les Alpes. C'est pas une grande aventure aujourd'hui de traverser les Alpes, même quand ça bouchonne au niveau du tunnel du Mont Blanc. Mais c'est toujours intéressant de voir les montagnes d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire sous les différents versants, en deçà et au-delà des Alpes, comme on disait il y a quelques siècles, du temps de la Maison de Savoie. Ravi aussi parce qu'en tant que Savoyard, je suis Savoyard, quand je viens en Vallée d'Aoste, j'ai l'impression d'être en famille. Donc ravi d'être ici et ravi de vous présenter ce film. Ce film, il a été réalisé par Ludovic Welz, qui est un réalisateur parisien qui s'intéressait au Mont-Aiguille et on s'est rencontrés grâce à la montagne, comme quoi les montagnes favorisent les rencontres, effectivement. Et on a décidé de filmer le projet scientifique que j'étais en train de monter, un projet d'archéologie expérimentale, pour revenir sur cette approche un petit peu du passé, que j'essaie de mettre en œuvre pour mieux comprendre justement le passé et tout particulièrement le rapport des sociétés anciennes avec la montagne. C'est pour ça qu'en 2019, on a entrepris de traverser les Alpes en armure, comme l'avait fait François Ier avec ses hommes en 1515, et qu'en 2022, on a entrepris le Mont-Aiguille avec des échelles de bois pour essayer de comprendre les conditions de cette première de 1492. Alors, ce n'est pas courant de filmer un projet scientifique, et là, avec Ludovic, on a essayé de filmer le projet de bout en bout. Donc, il y a énormément d'images. Là, vous allez voir un film de 40 minutes, mais il y aurait des heures de film à montrer. Alors, Ludovic Welz espère d'ailleurs rallonger le documentaire pour en faire un film au format télé de 52 minutes. C'est un peu son enjeu en ce moment. On pourra en reparler. Et quand on filme un projet scientifique, eh bien, c'est une autre manière de laisser une trace de l'aventure scientifique. Parce qu'évidemment, il y a un livre, celui que Françoise Riga vous a montré, sur l'aspect scientifique, mais la manière dont les scientifiques travaillent, eh bien, tout ça s'évapore en quelque sorte. Et moi, je suis chaque fois heureux, quand je revois le documentaire, de repérer des moments, des émotions, des dialogues, un mot ici ou là, qui me fait revivre ce projet scientifique et qui le ravive donc en moi et qui me permet de encore mieux le cerner. Donc c'est très intéressant d'avoir cette mémoire visuelle en plus de la mémoire écrite avec le livre. Ce projet, il a été possible grâce à un financement public de l'université, de ce qu'on appelle un LABEX en France, c'est-à-dire un laboratoire d'excellence qui s'appelle ITEM,
qui travaille sur la montagne. Donc c'est une structure qui favorise les recherches sur la montagne. C'est important parce que c'est un domaine qui n'est pas toujours mis en avant, surtout dans les sciences humaines et en particulier en histoire. Parce que comme ça a été rappelé dans l'introduction, eh bien, la montagne, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, elle garde une image un petit peu stéréotypée. Pendant longtemps, elle faisait peur. Aujourd'hui, elle fait moins peur, mais on la voit que d'une certaine manière, que sous un certain angle, celui du sport, par exemple, celui du loisir, mais pas avec la profondeur historique et patrimoniale qui, pourtant, est attachée à la montagne et aux sociétés de montagne. Donc, en essayant de comprendre ce qui s'est passé en 1492, eh bien, c'est aussi comprendre cette profondeur historique et la place que tiennent les montagnes dans notre propre histoire. Pas seulement l'histoire de la vallée d'Aoste ou du Trièves au pied du Vercors ou des régions de montagne, mais dans l'histoire, la grande histoire, on a envie de dire. Et vous allez voir là, avec cette décision royale, comment une montagne se rattache à une histoire qui va au-delà de la montagne. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse regarder le documentaire et après, je serai prêt et avec le plus grand plaisir à répondre à toutes vos questions. Là. Sauf que là, on est vraiment dans le virage. Mais là, tu vois, on a un super point de vue là. Le mont inaccessible, tel que Charles VIII aurait pu le voir. Nous voilà sur le terrain, puisque le principe de votre master, c'est quand même histoire appliquée. Ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est un projet scientifique et collaboratif. C'est le projet Montaiguille, qui relie 1492 à 2022. Les problématiques, c'était d'avoir un socle historique, mener une expérimentation scientifique et d'avoir, au bout du compte, un événement partagé et ouvert qui agrège beaucoup de personnes en dehors du monde académique. Je vous présente donc Stéphane. Bonjour, bonjour. Qui est un historien qui va nous éclairer un petit peu sur tout ce qu'on ne sait pas, ou qu'on croit savoir. L'ascension d'Antoine de Ville en 1492, c'est une manière merveilleuse de réunir l'histoire et la montagne. Donc là, l'idée, ce serait qu'à Chichiliane, on puisse peut-être faire quelque chose qui ait cette dimension d'aventure scientifique et d'aventure humaine en même temps. Elle était considérée comme une merveille du Dauphiné. C'est comme une signature de Dieu. C'est quelque chose de remarquable qui a été laissé par Dieu, parce que Dieu créateur, pour parler aux hommes. Pour un roi de France qui est un roi très chrétien, qui est donc guidé par la Providence, c'est quelque chose qui était en mesure de l'interpeller. On a des archives, on a des informations, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la voie exacte par laquelle il est passé, par quels moyens techniques exactement il est monté. Les descriptions sont assez sommaires. Des échelles, oui. Alors, quel type d'échelle? Retrouver la voie de 1492 avec tous les éboulements qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, retrouver le passage plausible dans les conditions d'Antoine de Ville. Je suis Bernard Angelin, je suis professeur de PS retraité depuis 1 an. Me retrouver avec des étudiants comme vous, ça me fait du bien. Ça me rappelle plein de choses. J'ai découvert le Montaiguille il y a presque 50 ans et j'habite à Chichiliane depuis plus de 30 ans. J'aime en parler, mais j'aime le partager pour aller au sommet, bien sûr. Alors Bernard, rappelle-moi combien de fois déjà tu es monté au sommet du Montaiguille? Alors j'en suis à 1868. 1800. Impressionnant. Ce qui fait que ça fait quel rythme à peu près? Ça fait 40 par an. 40 par an. J'ai tenu à jour
des statistiques de tout ordre et de tout genre. J'ai la date de l'ascension, la voie que j'ai effectuée et mes compagnons de cordée, le temps que j'ai passé dans la paroi, le nombre de rappels, le nombre d'ascensions par année. Tous les gens qui m'ont accompagné au Mont-Aiguille, le nombre d'ascensions par voie, la voie des tubulaires, je l'ai faite 103 fois, le nombre de bivouacs, le nombre d'ascensions hivernales, le nombre d'ascensions chaque jour de l'année. On accumule de façon presque frénétique, de façon presque maladive. À une époque, quand on me demandait « mais pourquoi tu y vas souvent ?» je disais c'était mon attachement au Mont-Aiguille et l'envie d'approfondir sur l'histoire de cette montagne. Sans doute qu'il a dû faire le tour plusieurs fois, Bien aller sûr. repérer Bien sûr. carrément au pied des parois pour voir ce qui était le plus accessible. Parce que là, la première partie, c'est possible de grimper, de mettre des échelles, mais après, toute la traversée est quand même très exposée. Périlleux, ouais. Et avec des échelles de cordes, ça serait possible, bois-corde. Le problème, c'est qu'il faut monter, il faut ça. qu'il y ait quelqu'un qui y aille. À partir du moment où la configuration est sensiblement la même qu'il y a 500 ans, il fallait trouver un endroit où passer. Le pilier nord-est, on ne peut même pas passer au pied tellement c'est pourri. Donc sur la face est, c'est la face qu'on voit de Chichiliane. Le rocher est très mauvais. Il faudrait une échelle de 300 mètres de haut, donc la question ne se pose évidemment pas du tout. Alors le pilier sud est beaucoup plus intéressant, il est moins haut et beaucoup plus tourmenté avec des grandes vires, mais bien sûr toujours pas propice à des poses d'échelle. L'œil ne peut pas être attiré par cette face pour essayer de la conquérir sans moyen d'escalade moderne. Il nous reste maintenant la face que l'on connaît bien puisque c'est celle dans laquelle on trouve la voie normale. On distingue les vires, on distingue tout ce bouleversement dans cette partie du Mont-Aiguille qu'on retrouve nulle part ailleurs. Est-ce que ça passerait avec des échelles, à ton avis? Alors, le problème, c'est que là, la cheminée, elle débouche sur une verticale qui est même presque surplombante et qui doit faire entre 80 et 100 mètres. On ne se rend pas bien compte depuis là, hein, c'est sûr que... Donc pas possible. Hein. Avec des mousquetons, des longes, ça le fait. Avec des échelles, je pense beaucoup moins. Donc, c'est certainement pas par ici qu'Antoine Neville est passé. C'est-à-dire que là, en fait, on pourrait mettre des échelles dans tous ces ressauts. Mais le problème, c'est qu'il faut venir jusque-là. Il faut venir jusque-là, hein, oui. On est quand même sur 40 ans de pratique. Et j'ai passé des journées entières dans les parois en naviguant un petit peu partout, sur les vires. J'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé de traces de perforation, de traces de martelage avec des burins, des marteaux. J'ai rien trouvé. Alors là, il y a un décrochement qui forme une vire qui fait complètement le tour du Mont-Aiguille, à peu près toujours à la même altitude. Pour accéder au sommet, ils ont simplement à remonter le pierrier ou remonter par les rives rocheuses. Et c'est pas plus difficile que ça jusqu'en haut. Un chemin jusqu'au sommet. Et arriver sur cette cheminée. Ce qui était sans doute le point d'arrivée d'Antoine Deville. Antoine Deville aurait pu possiblement passer par cette voie. On voit que c'est relativement empruntable à pied. Et peut-être à certains endroits, même certainement, placer des échelles qui permettent de passer les difficultés les plus grandes. Même en s'appuyant sur le relief, je pense qu'ils ont dû faire du sur-mesure à certains endroits, de manière à vraiment s'adapter au relief. Parce que sinon, ça paraît quand même difficile de poser des échelles standards et simplement de les monter comme ça. D'où l'importance d'avoir avec soi des artisans, des spécialistes, écheleurs, tailleurs de pierre. 1492, c'est la première ascension officielle d'une montagne, puisque cette ascension du Mont-Aiguille que vous avez aperçue, elle a été commandée par le roi de France Charles VIII. Donc on a des documents officiels, matière première à partir de laquelle les historiens peuvent travailler. On a encore, de façon assez exceptionnelle, la lettre d'Antoine Deville, signée de sa main,
L'enjeu en fait de ces pièces-là, c'est sans doute de verser une récompense à Antoine de Ville. Ce sont vraiment les seules traces d'archives qu'on a sur cette expédition-là. Quand je partis du roi, il me chargea faire essayer si on pourrait monter en la montagne que l'on disait inaccessibilis. Et la réponse, c'est donc par subtils engins, j'ai fait trouver la façon d'y monter. Je l'ai fait nommer au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de Saint Charlemagne, pour l'amour du nom du roi, et mettre 3 grands croix au canton, donc au coin, et avons trouvé une belle garenne de chat noir, et il trouve que c'est le plus beau lieu que vite jamais par-dessus. Donc il est étonné par le panorama. Il y a à monter 2 milieux par échelle, donc 2 km d'échelle. Beaucoup. Vous trouverez peu d'hommes que quand ils verront tout le passage que j'ai fait faire, qu'ils osent venir, car c'est le plus horrible et épouvantable passage que je vis jamais, ni homme de la compagnie. Ce que ne fera pas l'huissier qui est envoyé, parce qu'il aura trop peur, ne montera pas au sommet. Accompagné par un tailleur de pierre de la cathédrale de Montélimar, avec un escaleur du roi, avec un charpentier, et plus de 10 avec moi. Donc ce qu'on a, c'est les experts de la verticalité civile et militaire de l'époque. Il y a eu un tel travail qui a été accompli par les charpentiers pour construire toutes les échelles qui ont été nécessaires pour l'ascension, que vraiment c'était un exploit et que ils sont un peu oubliés, les charpentiers, dans cette histoire. Donc on a la chance d'avoir pas mal de bouquins et de représentations des échelles telles qu'ils les utilisaient à l'époque. Là, il faut qu'il y ait beaucoup de recul. En escalade de falaise, on n'a pas le recul pour poser son échelle. Ça, en montagne, ils m'ont dit, c'est le top, parce que c'est vraiment léger, et c'est pas trop encombrant. Ouais, alors moi je l'avais pas fait, c'est l'expert qui parle. Et c'est là que vous avez un œil qui vous permet de voir des trucs que, bon, moi, en tant qu'historien, je ne vois pas. Ça vous paraît quelque chose de vraiment un boulot Non, énorme ou, tout est réalisable. un petit peu, c'est tout quelque est chose. réalisable. Ils le faisaient au Moyen-Âge, on va y arriver aujourd'hui. Quelquefois, les savoir-faire sont un peu perdus, mais non, là, ça, Je pense pas. c'est bon. Aujourd'hui, quand on grimpe, ça paraît tellement évident, mais le premier qui s'est dit, tiens, je vais grimper là-haut, alors comment je fais? Je vais mettre une échelle, et après, quand j'arrive en haut de l'échelle, j'en prends une autre, et je l'attache au-dessus de la première, et puis je grimpe. Enfin, c'est un peu... Ouais, je sais pas trop. Franchement, je vois pas comment... Enfin, Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là en haut, on a du jour, et là en bas, on vient en contact. Donc pour moi, il y a une erreur sur les codes qui sont donnés dans les livres d'histoire. Ouais. Du coup, on a travaillé sur le même projet, mais en le modifiant un petit peu à notre sauce, en imaginant ce que nous on ferait si on avait à faire ça. Et plus c'est long, plus c'est lourd. C'est pour ça, je pense qu'ils faisaient des échelles en plusieurs éléments comme ça, qu'ils avaient étudié ce principe d'emboîtement des échelles. Concrètement, vu la configuration, on ne peut pas avoir des échelles trop longues. Ou alors, il faut les fabriquer là-haut sur place, quoi. Est-ce qu'ils ont coupé par ici, mis dans une grange pour les faire sécher, ou est-ce qu'ils sont montés là-haut, les couper, pour pas avoir à les monter justement, fabriquer un bout d'abri pour les faire sécher, tout préparer, et du coup fabriquer l'échelle au mois de juin, ou voilà, quand ils sont montés là-haut. Ça veut dire qu'ils ont peut-être coupé les arbres bien avant. Ouais, peut-être. Et c'est une option à laquelle j'avais pas pensé. Ouais. Exact, mais c'est drôlement intéressant de voir les implications logistiques qu'il y a derrière. Nos prédécesseurs se rendaient en forêt pour choisir ce qu'on appelle une perche, c'est-à-dire que c'est un arbre qui a poussé en longueur, mais pas en diamètre. Un petit diamètre pour justement ne pas avoir trop à l'usiner et que l'échelle soit moins lourde aussi. Moi, j'ai une plantation un peu plus haut là, mais je vais peut-être trouver une dizaine de troncs que je vais utiliser que sur 4 mètres de long. Je pense qu'il fallait plusieurs forêts pour avoir des bois de choix comme ça. Ma scierie date de 1490. Peut-être qu'Antoine de Ville est venu chercher son bois pour fabriquer ses échelles à la scierie Martin. Il est pratiquement impossible de fabriquer les échelles au fur et à mesure pour escalader Montéguy. On ne peut pas faire une échelle tout de suite parce qu'elle va sécher. Tous les barreaux qui vont être posés sur cette échelle vont se rétracter et ton échelle, elle va être disloquée. Je pense qu'il devait les laisser sécher au moins 1 an. Pour que les échelles durent dans le temps, là, si tu as des arbres qui ont été coupés à la bonne lune, avec ce qu'on appelle le tire-sève, c'est-à-dire la pointe de l'arbre, ça va lui enlever tout le jus. Ça sera moins alléchant pour les termites d'aller dans un bois qui est vide qu'un bois qui est vert. C'est là que les exploitations forestières se faisaient dans le temps, comme chez moi à l'heure d'aujourd'hui.
je me rapproche un peu de nos ancêtres qui coupaient le bois parce que, bon, je suis resté une petite scierie. La vie sociale et professionnelle dans un village comme Chichiliane n'a pas beaucoup évolué depuis 500 ans. Et je ne peux que le constater, que ce soit les charpentiers, que ce soit Michel G avec le cheval, ça nous confirme dans nos gestes et ça les fait apparaître. Ça, c'est extrêmement précieux pour nous. Et le côté historique fait apparaître la noblesse. C'est bien. C'est bien. Alors juste, ça me tale un peu le dos, mais voyez, c'est juste ça. Bon, et toi, Mathieu, Ouais, comment ça ça s'est va. passé? Bon, j'ai l'impression d'être au chantier. À bout de bras. Et par rapport au crucifix que tu avais porté une fois, Oui. Yann, Oui. qu'est-ce que ça donne ça? Eh bien, c'est aussi léger. C'est aussi léger. Voilà, en fait, on s'en fait une idée. On croit que ça va être lourd, et en fait, c'est pas lourd du tout. Et là, ça fait à peu près 8 kilos. Les montants en sapin pour la légèreté, et Oui, oui. les barreaux en freine parce qu'il faut la rigidité, mais Voilà. Bah, écoute, c'est. ils ont fait quand même au plus léger, je pense. Ils n'étaient pas. Oui, oui. Bah, oui, vous avez les mêmes problèmes que nous, hein, c'est-à-dire Oui. le poids, la mobilité. Complètement. Là. Regardez là. Ah, génial. Au-dessus. Mais On expérimente ce qui a pu se faire en 1492. C'est là qu'on voit que les éléments, c'est pas mal, hein, parce que. Ouais. Faut passer dans des trucs comme Ah ça. ouais, ça permet de passer à plein d'endroits. Du coup, là, vous allez monter jusqu'où? C'est juste pour expérimenter, parce qu'en fait, dans la fléchée, il y a 30 mètres quand même. Oui. Donc 30 mètres d'échelle. À l'époque des châteaux forts, c'était pas leur problème. Hein. Mais nous aussi. Ouais. Ici, les premières expérimentations sur le Mont-Aiguille. L'avantage d'avoir des échelles en tronçon, vous voyez que ça permet de s'adapter aux différentes hauteurs de la montagne. Sur le coup, on s'imaginait qu'Antoine aurait pu passer par là en positionnant des échelles. Il faut se replacer dans la position d'Antoine Deville, c'est-à-dire lui, il n'est pas descendu en rappel, forcément. Il a vu les choses d'en bas. Et d'en bas, quand on voit cette voie Fréchet, on n'a quand même pas une visibilité très dégagée des lieux. Ça paraît compliqué d'emblée dire, à travers l'œil, on va dire, de 1492, de se dire c'est là qu'il faut passer des échelles. On a des endroits qui paraissent plus adaptés. C'est pour ça qu'on s'est décalé après la voie Fréchet. On s'est dit c'est peut-être pas ici, c'est peut-être plutôt du côté des tubes de l'air. Et effectivement, on retrouve depuis la base ce que l'huissier a vu quand il arrive, c'est-à-dire les échelles apposées au roc. On peut plus s'imaginer que l'œil de 1492 ait décidé de passer par cette voie. C'est peut-être pas celle-ci, hein, mais elle correspond mieux à une logique d'échelle de 1492 que la voie Fréchet. L'avantage d'une cheminée, c'est que tu peux avoir une poutre qui tient des deux côtés. Ça peut être des plateformes. Une poutre. Moi, je vais regarder. Coincée dans le mur, et puis après, une plateforme, toute l'échelle dessus. Exactement comme on faisait dans les échafaudages des cathédrales, des châteaux forts, pour les constructions civiles ou militaires de l'époque. La montagne était difficile parce que réputée inaccessible et il fallait des moyens tout à fait particuliers que seul un monarque, un prince pouvait se permettre d'engager. C'est aussi pour ça que ça en fait un événement tout à fait extraordinaire dans la période qui, je vous le rappelle, est aussi la même année que celle de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.
Ce sont des livres d'or que j'avais déposés au sommet du Mont-Aiguille dans un énorme cairn. Et dans ce cairn, j'avais mis un gros tube PVC avec une fermeture qui se visse. Donc là, en 2013, un jour, je suis monté, plus de cairn. J'ai retrouvé le livre d'or donc, qui était dans sale état, comme ça. Et puis, en regardant autour, j'ai vu des morceaux de PVC, pas plus gros que ça, complètement carbonisés. Et en fait, c'est la foudre qui a fait tout péter. J'ai toujours dit qu'il fallait que je le refasse parce que, manifestement, les gens aiment bien marquer un petit mot au sommet. Expliquez-moi comment ça fonctionne, cette montagne. Pourquoi il y a des tas de choses dessus? Pourquoi il y a une montgolfière? On a construit le bois et il y en a de tous les côtés. D'accord, oui, vous avez fait l'ascension par tous les côtés, vous. Il y a même des vaches, dis donc, je vois. Il y a aussi C'est pas des chamois, hein, là. Ah, ouais, il y a même un cow-boy, dis donc. Je sais pas si c'est Antoine Deville, mais... C'est Antoine. C'est Antoine Deville. On a plein de l'autre côté aussi. On a plein de l'autre côté aussi. L'autre côté, c'est le plus intéressant. Ah oui, Donc, sur oui. le côté là, le tuyau là, c'est Catherine qui l'avait fait, non? Vous connaissez ce blason, là? Vous l'avez peut-être vu quelque part. Vous savez ce que c'est? Il y a un dauphin, pour le Dauphiné, dauphin. Et puis, il y a des fleurs de lys qui étaient le symbole du roi de France. Et là, où vous habitez, eh bien, c'était le Dauphiné. Et Antoine Deville, il était capitaine en Dauphiné pour le roi de France. Et il était très fort pour escalader les remparts quand il fallait attaquer les châteaux forts. Mais à l'époque, l'escalade, ça se faisait avec une échelle. Vous voyez? Échelle, escalade. C'est pour ça que je pense que les ferrailles, elles sont vraiment indispensables pour les mettre. Parce que, tu sais, toi, quand tu fais ça, si tu as un peu de poids, c'est là qu'il faut tu vois, regarde. Bon, ben là, c'est bon, oui. La démarche que j'entreprends, moi, c'est une démarche d'archéologie expérimentale, c'est-à-dire de reproduire des équipements de l'époque. Presque 100 kilos, j'ai là. Et en les testant, retrouver les gestes, retrouver les usages, les connaissances des mains, des pieds, du corps, pour nous donner des éléments qui nous permettent de comprendre quelles étaient les bases des savoirs d'Antoine Deville, ce qu'il savait faire. Et c'est ce qu'on a fait hier, donc au château de Rutière. Ça nous permet de comprendre comment on est passé de savoir strictement militaire, les échelades, à l'escalade telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous voyez, voilà, on l'a fait en armure. Par rapport à une muraille qui fait 10-12 mètres de haut max, là on a quand même une paroi de plusieurs centaines de mètres. Et la difficulté, elle est donc là, c'est d'arriver à faire cette échelade sur un parcours qui est vraiment hors de proportion par rapport à ce qu'on savait faire à l'époque. Donc il y a une vraie performance quand même en 1492 d'arriver à faire ça. J'ai prévu de parer à toute éventualité. Ce n'est pas un casque Pelzer. Je pense qu'avec ça, les pierres peuvent tomber. Normalement, ça devrait être bon. Avec les associations, il y a eu un travail vraiment de collaboration, très étroite collaboration, pour construire un événement festif qui permette aux habitants de fêter leur montagne et ainsi d'avoir des informations comme une restitution du travail qui avait été fait au niveau de la recherche. Et la meilleure manière de pouvoir comprendre un petit peu mieux, de pas tout comprendre, mais de mieux comprendre, est de se frotter soi-même à la difficulté pour en retrouver les contraintes, de voir les limites, de retrouver des sensations qui ont pu être celles des hommes ici en montagne à la fin du XVe siècle. Ben là, les chevaux, ils vont pas plus haut. Et Stéphane, il était persuadé que j'allais le mettre sur les chevaux. Bon, c'est vrai qu'au début, j'avais dit, bah tiens,
J'ai déjà transporté des charpentes ou des pièces longues, mais dans des montées comme ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible parce que les échelles plantent devant et c'est pas possible. D'ailleurs, même ceux qui montaient à pied, ils ont bien vu que ça plantait, quoi. Donc en fait, je pense qu'à cette époque-là, ils ont vraiment fait comme on a fait aujourd'hui, quoi. Monter les échelles sur les dos des hommes et puis les affaires compactes, quoi, on va dire, sur les chevaux. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Alors, est-ce qu'il y en a des fois des chamois au-dessus? Non, des chamois, des pas- bouquetins. Des bouquetins, ouais, mais les chamois. Si. Mais, non, mais tu sais, Antoine Deville, il dit qu'il y avait des chamois. Non, mais je pense qu'il s'est planté de C'est possible. bestiole. Ouais, ça Ça très devait possible. être des bouquetins. Des bouquetins. C'est des chaussons d'escalade qu'il a sous ses sabots, et puis il a les sabots qui se disjointent. Ouais, c'est ça, ouais. De la pente comme ça, tu vas te mettre un sabot là. Lui, il est à la verticale, il a sa patte est à la verticale, il a un bon appui. Et là, à l'assaut du château Maucoudouin. En fait, on est rejoint effectivement par des éléments réalistes auxquels on ne pensait pas forcément au départ. C'est tout l'intérêt de la démarche expérimentale. C'est de se confronter à des difficultés qui sont invisibles dans les textes. On le vit, ça. Ouais. C'est bon, Jason? Allez, attends. Oh oui. Attends, pas trop. Quelqu'un qui escalade, un grimpeur d'aujourd'hui, va réagir avec sa logique de prise pour grimper. L'écheleur du roi et Antoine Deville à l'époque, ils vont raisonner avec des plateformes, donc des endroits sur lesquels ils vont pouvoir placer des échelles. Le raisonnement est différent, l'approche de la verticalité est différente. Et là, on est bien dans l'esprit. Ouais, je tiens. Ça va dessus? Ouais. On a fait allez, une vingtaine de mètres linéaires. C'était déjà chaud. Parce que les échelles, c'est une chose, mais nous, on avait baudrier, corde, heureusement, parce que c'était pas évident d'amarrer les échelles, qu'elles tiennent, qu'on puisse monter dessus sans prendre trop de risques. 20 mètres, faut pas tomber quand même, hein. Bon, ok, on a mis le troisième tronçon du coup. Ouais, je crois que bon. Ah, c'est pas mal là. 2h30 pour placer 3 échelles. Bon. Après, s'il n'y a rien avant. Elle est très très loin là-bas. Oui, bien sûr. Ouais. J'étais vraiment le fervent partisan de la fléchée, mais là, en voyant ce genre de configuration, l'idée des tubulaires est pas mal non plus, hein. Je suis d'accord qu'ils sont continués par là. C'est le plus simple. Le passage entre les deux, là, il n'est pas évident. Là, comme ça, tu ne mets pas les bouchées. Mais je pense qu'effectivement, c'est problématique de plateforme. Ouais. L'intérêt, c'est de partir donc de ces échelles déjà positionnées. On a bien galéré pour les mettre, mais on a quand même réussi. Et c'est de voir comment on peut prolonger virtuellement, donc grâce aux petites échelles modélisées, l'ascension au-dessus. Il est fort possible qu'il y ait eu une échelle horizontale qui parte là pour pouvoir repartir après Depuis la feuille. dans la voie de la tubulaire. Qui Ah va ouais. dans- Ah oui. Ah ouais. 12 mètres, ça fait une grande échelle hein, quand même. En forçant, un coup de maillet, il calait des poutres et il posait les échelles par-dessus. Donc on peut remettre une échelle encore là. Re-échelle à partir de là, pour remonter encore là. On dépense sans compter les échelles. C'est le roi qui paye. Merci Charles VIII. Le charpentier, il fallait bien qu'il bosse. Quand même. On peut même imaginer un endroit, un petit mont de charge après au sommet pour monter plus facilement les échelles. Parce que là, s'il faut se taper les échelles là-dedans, à monter à bras. Là, on arriverait là. Ouais, là, il y a de quoi s'appuyer. Ça marche à pied là. Et après, re-échelle. Ok, ouais. Bon, on en est à combien d'échelles là? On peut ne pas monter à ce surplomb-là, on peut traverser à l'horizontale. C'est expo, hein, il y a du gaz, mais ça passe.
Moi, j'ai déjà fait ça, en fait. Ouais, mais alors toi, tu l'as fait, mais eux, ils n'étaient pas aussi habitués que toi. Donc il faut raisonner, tu vois. Et bien On retranspose comme eux, c'est-à-dire pas trop de risques, que des gens même Oui, qui ne mais- connaissent pas puissent vraiment monter. Quand on arrive à cet endroit-là, c'est soit franchir ce plomb, Ouais. qui est quand même une logique intellectuelle de grimpeur, Ah oui. alors que à vue de nez, Ah, ras la paroi, ça passe. je pense option 1, ils sont passés par la voie verticale. Option 2, ils sont passés par la voie plus horizontale, mais périlleuse. Je crois tout à fait à ces idées d'emprunter une voie, puis de s'apercevoir que c'est moins pratique, et de laisser d'en faire une à côté plus pratique que l'expérience a permis de découvrir. C'est vraiment magique. À cet endroit-là, il faudrait peut-être mettre une petite échelle horizontale, juste là. Parce que là, pareil, il n'y a pas large. Hein. C'est pas mal comme ça. Ouais, c'est très bien. C'est l'endroit où il y a le premier appel. Ouais, c'est- C'est pas si haut, normalement. 8 mètres. 8 mètres. Ah, ouais. Après, on peut imaginer une échelle très longue. Au lieu de mettre 3 morceaux, tu mets 5 morceaux, par exemple. C'est marrant parce que moi, la vision que j'ai de cet endroit, c'est vraiment l'autoroute pour mettre une échelle. Là, c'est le couloir par lequel je suis passé déjà. Oui, c'est fini après. Alors, Bernard, t'emprunterais là l'échafaudage, là? Sans assurage, compliqué. Hein. Ça fait à peu près 100 mètres d'échelle. Le temps d'assemblage de tous les éléments pour monter au sommet du Mont-Aiguille, moi, j'imagine quand même plusieurs semaines. Moi, je disais même au moins un mois. Oui, je pense Bien aussi. plus, parce qu'avant, il y a de la neige. Voilà, moi, je me dirais bien un mois aussi de travaux intensifs, d'acheminement, de construction, d'ascension, plus une semaine encore pour apprécier le triomphe sur la montagne, laisser le temps au messager d'aller à Grenoble de revenir et à l'huissier. On peut imaginer ce que l'huissier a vu quand il est arrivé au pied du Mont-Aiguille, cette terreur qu'il pouvait avoir, non seulement avoir la verticalité, mais les échelles, donc le système d'échafaudage qui avait été monté, comme quelque chose d'assez impressionnant et terrifiant même. Tu vois pas mon couteau? On se rend compte que réaliser ça avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire des échelles, des échafaudages, des plateformes, même si ce n'était pas de l'escalade proprement dit, c'est impressionnant de technicité et d'aventure. Limite envie de gerber, tu sais. Non, c'est impressionnant. Hein. C'est vrai. Ah, ça y est. Quand tu montres le passage, c'est comme si d'un coup ça devenait vrai. Comme si toutes ces hypothèses derrière, mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais c'est ça, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je trouve qu'il y a un effet sur cette reconstitution qui est extrêmement important par rapport à des conjectures, des hypothèses. Ça rend l'histoire concrète. Oui, et on sort de l'invention de l'alpinisme qui m'énerve tant. Je suis bien d'accord. Qui a pas de. Ça aplatit tout. Ça aplatit tout, voilà. puis dire. Voilà. Au sommet, ils sont restés un moment. Ouais. Ouais, ils ont dit la messe, ils ont mangé, ils ont dormi, ils ont bu, ils ont Premier chanté. bivouac. La messe. Donc, ouais, premier bivouac. Exactement. Bon, on a un peu l'impression d'être les rois du monde quand même. Quand on est là. Il y a derrière cette initiative, cette volonté du roi, pas simplement un caprice. En fait, c'est un symbole que veut prendre le roi. Le mot inaccessible, vaincu par le roi de France, cela signifie donc que rien n'est inaccessible au roi de France. Et pour lui, ce Mont-Aiguille pris sera la première conquête pour aller du Mont-Aiguille au Mont Sillon jusqu'à Jérusalem.
Jérusalem, c'est la conquête du monde, en quelque sorte, puisqu'on considère que c'est le centre du monde. Et ce mont va devenir comme une sorte de jalon, une borne posée sur la route du roi de France, qui va passer 2 ans plus tard, avec tous ses soldats, 30 000 hommes, un peu plus loin, par la route qui va le mener jusqu'à Gap, Embrun, Briançon, franchir le mont Genève et ensuite aborder l'Italie. C'est donc un moment très important, une croisade en somme, dans laquelle s'inscrit cette conquête du Mont-Aiguille, mais aussi pour Antoine de Ville, une vraie performance militaire, une prouesse, comme on disait à l'époque, une prouesse humaine, et nous on dirait sportive, bien sûr, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en a fait un petit peu le début de l'alpinisme, la naissance de l'alpinisme. Parce qu'il y a dans cette démarche, dans l'esprit, dans la technicité déployée, quelque chose de l'alpinisme. Et puis au sommet, j'ai déployé un drapeau du Dauphiné pour tester le signal visuel envoyé par Antoine de Ville avec ses grandes croix, puisqu'il disait qu'on voyait ses croix depuis le bas. Éric Vallier, le maire de Chichiliane, qui était ici dans ce champ, eh bien, regardait à l'œil nu et a vu le drapeau déployé sur le sommet du Mont-Aiguille. Donc oui, on peut voir les personnes sur le sommet du Mont-Aiguille. Le test a été validé. Et enfin, un hommage. Concert unique, avec une personne dans le public, et quelques vautours qui tournent. Bon, alors écoutez, allez, merci à tous pour l'effort, pour l'implication, pour la générosité. Les gens du Trièvre sont des gens formidables. Bravo. Bravo. Comme pour Christophe Colomb, c'est une œuvre collective. C'est pas celle d'un homme. Il y a une décision, il y a un élément historique qui fait que ça prend l'ampleur que ça prend, mais c'est le travail de professionnels collectivement qui mènent un projet à bout parce que ça leur plaît. Bon, cette fois, l'orage n'a pas eu raison du cairn. Avec les gros cailloux, c'était peut-être plus compliqué. Oui, on va. Magnifique première ascension, loin de la canicule, seul avec les chamois. C'était pas des chamois, mais c'est pas grave. La vue est exceptionnelle, l'expérience est superbe. Merci la vie. Quel pied, le bonheur absolu. Nous mesurons la chance d'être là. Nous pensions à un paysage différent, sans cailloux, et le sommet plat. J'arrive pas à lire, les gens écrivent mal quand même, hein, c'est incroyable. Je n'imagine pas ça comme ça et ça comme ça et ça pique. Hein. Je vais laisser un Becherel avec le livre d'or, ça sera pas mal. On est mieux qu'en prison, oui, sûrement, oui. Toujours pas de dragon 500 ans après. Ça, c'est une énigme, l'histoire du dragon pour moi. Cherche homme de 23 à 30 ans, donc pour moi, c'est râpé. Aimant la montagne et la bière. C'est dommage, parce que la montagne et la bière, ça allait bien. Vivant sur Paris, bon non, ça ne m'intéresse pas. De préférence, avec bon salaire et belle carrière. Ah ouais, là, il y a déjà des restrictions. Hein. Jolimont, 82 ans. 82 ans, c'est sympa, c'est bien. Ça me conviendrait tout à fait. Je ne regarderai plus jamais le Mont-Aiguille pareil. Majestueux, tu es et tu resteras.
Merci. Vous avez vu que l'histoire ne suffit pas toujours à faire de l'histoire. Merci, c'était très intéressant. Je voudrais savoir quel est l'environnement géologique où se sont formés les rochers du Mont-Aiguille. Alors, c'est du calcaire urgonien. Je ne suis pas spécialiste en géologie, mais c'est du calcaire, ce qui fait que c'est une montagne pourrie, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle s'effrite, elle tombe, et c'est donc dangereux de s'aventurer dans le Mont-Aiguille, pas tant à cause de la verticalité, comme on pourrait le croire, mais à cause des chutes de pierres qui dévalent toutes seules ou avec l'aide des bouquetins qui envoient des pierres sur les gens qui escaladent, qui grimpent, ou les cordes d'assurage qui balayent quelquefois la pente et qui envoient des pierres. Donc il faut se protéger. C'est pour ça que j'ai pris un casque de fer pour rester dans l'esprit de l'époque. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de casque pour faire de l'escalade. Ils avaient des bérets en feutre, en laine, et qu'ils rembourraient parfois avec des linges pour mieux amortir les éventuelles pierres que décochait la montagne. Deux questions. La première a déjà été posée par c'est-à-dire la nature de la roche. Vous avez déjà répondu, bien sûr. Je suis satisfait. Deuxième question. Aviez-vous imaginé d'amener un prêtre, d'être accompagné d'un prêtre pour une messe, pour une bénédiction? Je ne sais pas. Don Paolo Papone et moi, nous sommes bien disposés. Hein? Pourquoi pas? On ne l'a pas fait parce que on se disait que l'expérimentation n'exigeait pas de dire la messe au sommet. Mais ça s'est déjà fait à plusieurs reprises, hein, pas seulement en 1492, mais depuis que des prêtres montent et disent la messe au sommet. Ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé en 1492, c'est que ces prêtres qui étaient là pour répondre aussi à la question de Don Paolo Papone, qui complète la vôtre en quelque sorte, c'est que ces prêtres avaient un rôle évidemment de, comment dire, une caution, une légitimation de l'ascension qui pouvait être perçue comme quelque chose d'un peu trop hardi, voire d'orgueilleux, d'affronter la montagne et de s'élever comme ça vers le ciel. Et en même temps, ces prêtres étaient là aussi en tant que savants, aujourd'hui on dirait scientifiques, parce que c'était ceux qui connaissaient le monde, la création. Donc ils étaient capables de nommer éventuellement ce qui allait être vu sur place, et c'est ce qu'ils font dans le procès-verbal qui est dressé. On repère des fleurs, on repère des animaux, alors des chamois qui étaient probablement des bouquetins, des femelles avec leurs petits, ce qu'on appelle des étagnes, et qui ressemblent, parce que les cornes sont petites, elles ressemblent à des chamois. Ce qui montre les connaissances très très relatives et approximatives qu'on avait de la montagne quand même. Ils repèrent des chocards, des oiseaux, des petits corvidés qui sont toujours présents dans la montagne. Il y en a ici, il y en a encore là-bas. Et puis c'est tout. Donc c'est assez sommaire, mais c'est une première description de cette exploration d'une terre inconnue. Donc ce qui est intéressant avec ces prêtres, c'est qu'ils sont là pour dire les choses, pour les nommer ou pour dire tout simplement qu'ils ne savent pas. Donc on est vraiment dans un territoire inconnu. Et puis la messe qui se dit en haut, la messe, le Te Deum, le Salve Regina,
accompagne une exploration et une christianisation d'une terre qui n'était pas, enfin, qui était à Dieu d'une certaine manière, mais qui n'était pas associée aux hommes, mais qui le devient. D'où le baptême, Aiguille-Fort, effectivement, donc Château-Fort, Aiguille-Fort. On voit que la logique est bien celle d'une ascension militaire. Et donc ces prêtres sont là, et on regarde avec une certaine émotion, c'est vrai, ces messes qui se disent sur le toit du monde, presque pour ces hommes, parce qu'ils ont l'impression d'être sur le toit du monde, hein. C'est loin d'être l'Everest, mais pourtant, ils sont à un niveau où personne n'est jamais allé. Et on dit la messe avec au-dessus de soi, Dieu et Dieu seul. Et peut-être pour compléter la présence des prêtres, c'est qu'on a des prêtres. En France, c'est le premier ordre. On a des nobles, c'est le deuxième ordre. Et on a des artisans, charpentiers, tailleurs de pierre, c'est le troisième ordre ou le tiers état. Donc ce qu'on a au sommet de la montagne, à ce moment-là, c'est la société du royaume de France en réduction, qui est là, placée sous la protection de la Trinité, sous le regard de Dieu, et évidemment avec comme hommage à donner, à rendre le roi Charles VIII, le très chrétien. Et on convoque aussi Saint Charlemagne, qui était canonisé officieusement à l'époque par le roi de France, mais qui ne l'était pas par l'Église. Mais hommage Charlemagne, Charles le Grand, c'est un hommage au roi Charles VIII, qui n'était pas très grand lui, mais qu'on espérait se voir couvert de gloire dans le futur. Et c'est ce qu'il va tenter de faire 2 ans plus tard en Italie. Oui, alors pourquoi Montaiguille? Effectivement, alors ce nom, il ressemble pas à une aiguille sur tous les côtés, mais quand on le voit de face, il peut, côté nord, pilier nord, il est très pointu, il peut apparaître comme une aiguille par rapport aux autres reliefs qui sont au même endroit. Mais à l'origine, Gervais de Tilbury nous explique que c'est pas aiguille, mais égal qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est un plateau qui est au même niveau que les hauts plateaux du Vercors, mais détaché, comme une île. Mais il est au même niveau, donc égal. Et puis il y a encore d'autres étymologies qui disent aiguille, aqua, eau, parce qu'on relate beaucoup de sources à l'époque, il y en a moins aujourd'hui, mais autour de ce mont qui est regardé comme une sorte de château d'eau, et donc peut-être aussi lié à la présence d'eau. Mais apparemment, d'après Gervais de Tilbury, donc le scientifique de l'époque, le savant médiéval, c'est égal. Et on voit que les gens, très tôt quand même, on l'ont appelé aiguille, puisqu'au XIVe, XVe siècle, c'est bien ce mot qui est retenu, aiguille. Et on a beau le débaptiser pour l'appeler Aiguille-Fort, cette nouvelle appellation que tente d'imposer Antoine de Ville, le premier ascensionniste, ne prend pas. Il restera Montaiguille. Car entre Saint-Victor et Montjovet, il y a ce qu'on appelle dans le patois Saint-Victor le bec de l'Uya. Parfois, on se trompe le bec de l'Oya. L'Oya, c'est l'aigle. L'Uya, c'est l'aiguille. Mais après, le bec de l'Uya, bec de l'aiguille, bon, ça vient d'où? Je me pose toujours cette question quand je passe par là. Ben, bec, je ne sais Mais pas. là, c'est un monolithe très, très petit. Il est haut de, je crois, une dizaine de mètres. Mais il y a pas mal d'aiguilles ici ou là. Le flambeau d'art, là, on trouve dans la littérature le flambeau d'art. Mais Vous nous, avez, le bec de l'Uya. au Puy-en-Velay, en France, vous avez aussi un Saint-Michel-l'Aiguille. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sanctuaire qui est dédié à Saint-Michel. Saint-Michel-l'Aiguille. À partir du moment où il y a une pointe, on peut qualifier d'aiguille. Après, le mot bec, alors je ne sais pas, oui, en Italie, on le trouve. En France, c'est roc qui apparaît aussi, ça pourrait être roca d'ailleurs, mais roc pour qualifier les endroits qui étaient vraiment très très verticaux à l'époque, qu'on distinguait de montagnes tout simplement, qui étaient peut-être moins verticales.
Donc là, on l'appelle souvent roc aussi, roc, roc aiguille, monte aiguille. Voilà, c'est ça. Enfin, on remarquera au passage le fait que les montagnes sont nommées. Les sommets sont nommés aussi. Très anciennement, on donne des noms à ces montagnes. Et ça étonne beaucoup les gens des plaines qui se déplacent et qui s'étonnent qu'on puisse donner des noms à des endroits qui ne sont pas du tout fréquentés. Mais évidemment, ce sont des repères. Et que pour les gens, les voyageurs, mais les locaux, très important de se déplacer dans un paysage où on n'a pas de carte à l'époque. Donc on se déplace dans un paysage de cartes mentales et de noms, de toponymie qui permettent de se repérer. Et en montagne, on nomme les sommets. Aussi les actes notariés. Je pense en 1200, il y a un acte notarié qui mentionne la guerre. Il y a les sœurs, le terrain des sœurs qui a comme confin le mont Aiger. Alors, Ah oui, il y avait plein de noms. Ah oui, oui, absolument. On ne les a pas conservés, les témoignages documentaires, mais c'était normal de donner des noms. Sauf que montagne, Mons, c'était plutôt l'école dans le passé. Puisque la montagne, en effet, s'il n'avait pas un nom exprès, n'intéressait pas tellement. Ce qui intéressait le plus, c'était le passage, donc l'école. Mons-Iovis, c'était le Grand Saint-Bernard. Et oui, c'est sûr. Une question technique. Ah, pardon. Est-ce que des recherches avec des détecteurs de métaux ont été faites pour trouver d'éventuels objets, vu qu'ils sont demeurés là-haut pendant une semaine? Éventuellement, les clous des souliers des trois ecclésiastiques. Je ne crois pas qu'il y ait d'études avec un détecteur de métal. C'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée, mais je ne suis pas sûr que ce soit autorisé, parce qu'on est dans une réserve naturelle et on ne peut pas creuser, on ne peut pas faire... Peut-être qu'il y a quelques années encore, on aurait pu le faire. Aujourd'hui, il faudrait demander une autorisation spéciale, comme celle qu'on a obtenue d'ailleurs pour le drone. Sinon, c'est strictement interdit. On ne peut pas. Ça gêne la faune, et en particulier les rapaces qui nichent autour du mont Aiguille. Après, Bernard Angelin, que vous avez vu, qui était notre expert montagne, qui a aujourd'hui fait l'ascension 2000 fois à peu près. Donc il connaît le mont Aiguille par cœur, chaque pierre. C'est très sécurisant de faire de la montagne avec lui parce que il nous dit, bon, là, à ta gauche, tu vas avoir une pierre, tu pourras l'accrocher, à ta droite, tu auras une grosse pierre, attention. Bon. Comme il l'explique dans le documentaire, il a passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps, depuis 1975, la première ascension qu'il a faite, à chercher sur place. Et il n'a jamais rien trouvé. Donc ça fait partie aussi un petit peu de ce mystère qui demeure du mont Aiguille, c'est qu'on ne sait toujours pas par où ils sont réellement passés. Nous, ce qu'on a fait, c'est de tenter, avec les moyens de l'époque, une ascension, en se disant, si aujourd'hui Antoine Deville venait avec les moyens qu'il avait à l'époque, par où est-ce qu'il passerait? Il ne passerait pas là, il ne passerait pas là, mais là, oui, il pourrait passer par cette voie des tubulaires qu'on a tenté. Mais pas de métaux. Alors après, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis. Il y a eu des aménagements, il y a eu des pitons qui ont été plantés, des câbles qui ont été posés depuis la fin du 19e siècle. Donc il est très probable qu'on trouverait beaucoup de choses ici ou là, des boîtes de conserve. Le bivouac est interdit maintenant au sommet du mont Aiguille parce que depuis pas très longtemps, mais au moment du déconfinement, après l'épidémie de Covid, il y a eu plus de 50 tentes au sommet du mont Aiguille. Tout le monde, les Grenoblois, se sont rués au sommet du mont Aiguille comme symbole de l'évasion, de la liberté retrouvée après le confinement. Et ils ont fait des feux, il y avait quelques pauvres arbres qui demeuraient, qui ont été coupés et brûlés. Enfin, les gens n'ont vraiment rien respecté. Donc le maire de Chichiliane, qui est la commune la plus proche du mont Aiguille et propriétaire du sommet, a pris un arrêté municipal interdisant le bivouac. Et c'est important aussi pour le pré du sommet, parce que les chamois, effectivement, enfin les chamois qui n'en sont pas, les bouquetins
broute au sommet du pâturage, mais jamais aucune vache, aucun cheval n'est monté à cet endroit. C'est-à-dire que c'est une prairie singulière parce qu'elle n'a jamais été pâturée par des animaux autres que des animaux sauvages. C'est pour ça qu'elle est très intéressante pour les études de la flore sur place. C'est une curiosité, vu que vous connaissez bien la région. Je voulais connaître toujours sur la montagne, voir d'où on a le meilleur regard. Je sais pas, je parle, voir le Montéguy de Beldon. Où est-ce qu'il y a le meilleur regard pour voir cette montagne? Alors, le début du documentaire, on est un peu loin. Mais c'est comme ça que Charles VIII aurait pu le voir en son temps. Il faut se rapprocher si vous voulez bien le voir. Et si vous vous rapprochez jusqu'à un petit village qui s'appelle Trézanne, où il y a une magnifique chapelle avec un toit de chaume, là, vous avez une vue magnifique sur le Montéguy. Il y a d'ailleurs souvent des photos qui sont prises depuis cette chapelle, avec la chapelle et le Montéguy derrière. Trézanne. Question technique. Oui. Je me suis un peu renseigné dans les relations de Gulliver et tous disent qu'il n'y a pas une saison où le sommet ne soit pas fréquenté et dont le danger des éboulements de pierres par les alpinistes est continuel. Vous avez bloqué les ascensionnistes pour faire vos vidéos? Non. Non, ça c'est le talent des caméramans qui n'ont pas pris les gens. Il y a beaucoup de monde effectivement qui fréquente la montagne, y compris les chasseurs alpins quelquefois. Donc, une fois, on s'est trouvé avec toute une compagnie, une section, non, il n'était pas tant que ça, une section de chasseurs alpins qui s'entraînaient dans la montagne. Donc il a fallu les dépasser, les contourner. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Et on est tombé aussi sur des Allemands qui appliquaient le manuel apparemment à la lettre. Donc ils avaient prévu beaucoup trop de longueur de corde. Effectivement, ça envoyait des pierres. Donc non, il y a du monde. Donc il faut faire avec les gens. Mais ça fait partie de cette montagne. C'est-à-dire cette montagne, elle n'est pas très difficile. Pour peu qu'on sache un petit peu faire de l'escalade et une descente en rappel, parce que la fin est en rappel. Mais c'est une montagne qui se fait assez facilement, et c'est une montagne qui attire encore, parce qu'elle est un symbole, ce symbole des origines. Je ne sais pas si c'est la naissance de l'alpinisme, parce qu'il y a eu d'autres ascensions qui n'ont pas été écrites. Là, on a la chance d'avoir un procès-verbal, donc c'est merveilleux. Mais toutes les ascensions n'ont pas donné lieu à procès-verbal, mais elle reste un symbole. Ce symbole d'une première ascension tentée en 1492 dans l'esprit de la Renaissance, dans l'esprit de Christophe Colomb, c'est-à-dire cette volonté de repousser des limites, d'explorer l'inconnu et d'amener les hommes là où ils n'avaient jamais été. Et en même temps qu'on fait cela, ce n'est pas seulement l'espace dont on fait la conquête, c'est évidemment de soi-même, c'est-à-dire que les hommes vivent des expériences uniques, inédite à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le traduisent dans l'écrit. Certes, c'est très, très fugace. On n'est pas au XVIIIe siècle où on va s'épancher sur le sublime, sur les merveilles intérieures que suscitent les promenades et la nature. C'est beaucoup plus sommaire au XVe siècle. Mais il y a des mots précieux qui disent les émotions des hommes. Et elles sont réelles. On est attiré par les sommets, on est attiré par la nature, on est attiré par la beauté. Et Antoine de Ville, à la fin de sa lettre, il le dit, « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Plus beau lieu que vite, jamais. » Il est émerveillé, alors que c'est un homme de guerre, on pourrait penser qu'il ne s'intéresse pas tellement à ce qu'il a autour de lui. Mais à la faveur de ce projet, j'ai pu creuser un petit peu l'histoire aussi de cet ascensionniste. Et c'est un homme intéressant.
Il était fauconnier, il s'intéressait aux animaux. Le faucon, c'est un animal qui chasse à la place du chasseur. Le chasseur, il n'est pas vraiment chasseur, en fait, c'est l'animal qui chasse. Donc il avait une proximité avec la nature. Et ensuite, en 1494-95, il participe à la grande exposition de Charles VIII en Italie, qui inaugure les guerres d'Italie, qui vont durer jusqu'en 1559. Il est capitaine du roi. Le fait qu'il ait vaincu la montagne pour le roi fait qu'on lui confie des commandements importants de plusieurs centaines d'hommes. Et lorsque Naples tombe en 1495, Antoine de Ville, seigneur de Don Julien, le premier ascensionniste, est fait duc de Monte Sant'Angelo dans les Pouilles, le sanctuaire de Saint-Michel de Monte Sant'Angelo. Il est fait duc de cette montagne sur le mont Gargano comme un écho au mont Teguille. Il n'est pas fait duc du mont Teguille, mais duc de Monte Sant'Angelo. Et là, on retrouve une proximité, deux montagnes, deux sommets et un archange Saint-Michel dont il devient le gardien. Alors on ne sait pas trop qui garde qui, mais il devient gardien du sanctuaire et on sait que Saint-Michel, c'est l'archange des sommets. Le mont Saint-Michel en Normandie, Saint-Michel-l'Aiguille au Puy-en-Velay, Saint-Michel au-dessus de Suse, dans le Val de Suse, et le Monte Sant'Angelo. Et c'est là qu'il va mourir, en 1497, au service du roi de France. Il y a un genre de patois, oui, ah bon? qui ressemble beaucoup aux Français. Moi, je connais quelqu'un de là-bas, parce que les Français sont restés très très longtemps, et on parle encore, c'est une langue francophone, un peu comme, oui, Faeto. Ah oui, d'accord. Le pays s'appelle Faeto. Alors les Français sont venus plusieurs fois, hein. Ils sont revenus, à chaque fois ils ont été chassés, mais Oui, c'est vrai. C'est ça, ah c'était avant, c'est les Angevins. Oui, oui, d'accord. Oui, c'était encore antérieur, d'accord. Eh bien, moi, je crois que ce que nous a montré Stéphane Gall, et surtout les derniers mots d'interprétation, sont un couronnement magnifique des journées des montagnes que nous avons justement célébrées. Grand merci, Stéphane Gall. Et merci à tout le monde. Merci à lui.